Bonjour à tous et à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Géopolitis consacrée à la défense européenne. Plus de 2 ans après le début de la guerre en Ukraine, dans un climat d'instabilité mondiale nourri également par les inquiétudes d'un embrasement au Moyen-Orient, l'Europe est en état d'alerte. Les budgets consacrés à la défense sont partout en hausse. Le continent tente de reprendre sa sécurité en main. L'Allemagne envisage même de rétablir le service militaire et les États se réarment massivement. Alors que l'OTAN a déployé depuis le début de cette année l'exercice militaire le plus important depuis la fin de la guerre froide, les chancelleries européennes peinent à parler d'une seule voix, notamment après la déclaration d'Emmanuel Macron qui a soulevé la question de l'envoi de soldats sur sol ukrainien. Mais c'est aussi le futur de l'Alliance Atlantique qui inquiète, avec un éventuel désengagement américain. Les États voisins de la Russie sont tout particulièrement sur le pied de guerre. Reportage en Estonie, où des groupes paramilitaires s'entraînent le long des 300 km de frontière avec la Russie. Si tu veux la paix, prépare la guerre, disait-on déjà dans l'Antiquité. Mais est-ce que les milliards investis dans la sécurité, dans le réarmement massif, ne risquent pas de conduire à un emballement incontrôlable ? En même temps, face aux menaces, l'Europe a-t-elle d'autres choix ? Les questions sont complexes et les voix pacifistes peinent aujourd'hui à se faire entendre. La parenthèse enchantée à la fin de la guerre froide, où le monde s'autorisait à croire au désarmement, semble bien lointaine. Une nouvelle ère géopolitique s'est ouverte en proie à la multiplication des risques. Nous en parlons avec notre invité Camille Grand, ex-secrétaire adjoint de l'OTAN, chercheur au Conseil européen pour les relations internationales à Bruxelles. Mais tout d'abord ce constat, l'armée ukrainienne manque de soldats et de munitions, l'aide européenne peine à suivre et pendant ce temps, l'économie russe est tirée par l'effort de guerre. Nathalie Bougin. Des incursions de blindés, une pluie d'obus, incessante. Depuis le début de l'année, Moscou revendique la prise de plus de 400 km² de territoire, en rouge ici, avec la victoire symbolique de la ville-forteresse d'Avdiivka dans le Donbass. L'armée ukrainienne tente de résister. Dans cette tranchée, au sud-est de l'Ukraine, les soldats sont épuisés. Il manque d'hommes et de munitions. Ce que vous voyez ici, c'est vraiment très peu. Pour pouvoir travailler normalement, nous avons besoin d'au moins 100 obus par jour. Là, nous n'en avons qu'une vingtaine. L'heure est au rationnement. En cause, la baisse drastique des maigres stocks et une montée en puissance trop lente de la production. Selon certaines estimations, les forces ukrainiennes tireraient actuellement environ 2000 obus par jour, 5 fois moins que les Russes. L'Ukraine manque également de systèmes de défense anti-aérienne pour protéger ses villes et infrastructures énergétiques. Kiev affirme n'avoir reçu qu'un tiers des obus promis par l'Europe et réclame davantage d'aide plus rapidement. Sur 144 milliards d'euros engagés par l'Union européenne, la moitié seulement a été allouée jusqu'ici. Pendant ce temps, les pays européens tergiversent, voire s'embrouillent. Alors qu'ils tentent de s'organiser pour compenser le blocage de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, le président français crée la surprise. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Ligne rouge du côté de Berlin. Pour le dire très clairement, en tant que chancelier allemand, je ne vais pas envoyer de soldats de l'armée fédérale en Ukraine. Nos soldates et soldats peuvent compter là-dessus. Et vous aussi. Afin d'éviter une escalade et un conflit ouvert avec la Russie, dotée de l'arme nucléaire, une majorité d'États membres de l'OTAN ont rejeté catégoriquement tout engagement au sol. Du côté de Moscou, l'économie de guerre tourne déjà à plein régime, sous l'œil attentif du ministre de la Défense Sergueï Shoïgu. La Russie, qui a consacré plus de 4% de son PIB aux dépenses militaires en 2022, peut également compter sur des munitions venues d'Iran et de Corée du Nord. De quoi crisper les voisins qui craignent une extension du conflit. Il n'y a plus de tabou comme il y a quelques années. Nous parlons de scénarios nucléaires et conventionnels. Nous parlons de tout. Nous discutons également largement de ce que l'Occident pourrait et devrait faire pour aider l'Ukraine et envoyer un message clair à la Russie. Une aide qui devient vitale sur le front. Si les livraisons d'artillerie se poursuivent à ce rythme, d'autres devront alors se préparer à la guerre. D'autres devront construire des tranchées comme nous.
et leurs fils mourront à la guerre. Le conflit en Ukraine met à l'épreuve l'entente européenne et modifie profondément les priorités de l'Europe. Un continent à nouveau sur un pied de guerre. Bonjour Camille Grand, vous êtes en duplex de Bruxelles. Merci d'être parmi nous. Ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, chercheur à l'ECFR, le Conseil européen pour les relations internationales à Bruxelles précisément. On vient de le voir en image, l'Ukraine est en difficulté. On a relevé cette comparaison. L'Ukraine tire en moyenne 2000 obus par jour, la Russie 5 fois plus. La Russie a l'avantage pour l'instant en munitions, mais en entrant dans la 3e année de la guerre, est-ce qu'elle a la capacité de tenir sur la durée ? Alors, le déséquilibre de munitions est effectivement très préoccupant aujourd'hui. C'est 5 à 7 fois plus d'obus qui sont tirés par les Russes que par les Ukrainiens, ce qui crée un déséquilibre qui n'est pas soutenable dans la durée. Si on regarde avec un tout petit peu de recul, la situation est plus contrastée. Les Russes ont certes repris l'initiative au plan terrestre, mais n'ont pas réussi jusqu'ici de percées majeures ou de reconquête de territoires importants. La situation dans la mer Noire est plutôt favorable aux Ukrainiens, où la flotte russe est dans une situation plus difficile qu'auparavant, et l'espace aérien continue à être très contesté, l'armée de l'air russe n'ayant pas réussi à imposer une forme de supériorité aérienne. Donc on a une situation déséquilibrée en faveur de la Russie, mais qui reste finalement ne permet pas à l'une ou l'autre des deux parties de l'emporter à court terme. Pendant ce temps, dans les chancelleries, on voit cette agitation européenne avec quelques cafouillages. La déclaration controversée d'Emmanuel Macron, fin février, a été un moment fort. Il a brisé un tabou en évoquant la possibilité d'envoyer officiellement des troupes au sol. Comment avez-vous perçu cette déclaration ? L'envoi de troupes dans un pays tiers extérieur à l'Alliance changerait complètement la nature du conflit. Alors, je crois que l'objectif du président Macron lors de la conférence de Paris le 26 février était vraiment d'ouvrir un débat sur ce que nous pouvions faire de plus pour l'Ukraine. Alors, ça peut être envoyer des équipements que nous n'envoyons pas jusqu'ici. Ça pouvait être, et il l'a évoqué comme une possibilité, l'envoi de forces susceptibles d'aider les Ukrainiens, même si ce n'était pas nécessairement des forces combattantes. Je crois que le point que moi je retiens de cette séquence, c'est la valeur de l'ambiguïté stratégique. Depuis plus de 2 ans, on dit beaucoup à Vladimir Poutine ce qu'on ne fera pas. D'une certaine manière, ce qu'a réussi à faire le président Macron lors de cette conférence, c'était d'ouvrir un peu le champ du possible et en quelque sorte, compliquer les calculs de Moscou. Si on prend un peu de recul, est-ce que les Européens, selon vous, se sont entre guillemets endormis après la chute du mur de Berlin, à la fin de ce qu'on appelait alors la guerre froide ? Alors, si on regarde sur le long terme, il y a clairement une vingtaine d'années qu'on a appelé les années des dividendes de la paix, où la guerre, les conflits étaient en quelque sorte une activité un peu optionnelle pour aller gérer des crises loin de nos frontières. C'était les déploiements en Afghanistan, en Afrique, au Moyen-Orient, où chaque pays pouvait décider d'y aller ou pas et combien de soldats il y envoyait. L'Ukraine nous a rappelé de manière très brutale et crue que la guerre pouvait avoir lieu sur le continent européen et à une échelle sans précédent depuis 1945. Donc on a quelque chose qui est très frappant et qui vient en quelque sorte bousculer les certitudes à la fois des dirigeants et des populations européennes et qui nous impose sans doute de sortir de ce moment stratégique de l'après-guerre froide où on pensait être en train de construire la paix et finalement des partenariats avec notre voisinage. Oui, on se souvient d'ailleurs, lorsqu'on se réfère à l'histoire, qu'il existait un conseil OTAN-Russie qui avait été lancé en 2002. Les indicateurs à l'époque étaient plutôt rassurants. Effectivement, en 2002, dès 1999, on approfondit la relation entre l'OTAN et la Russie. Et c'est du fait de la Russie, et notamment de l'annexion illégale de la Crimée, de l'ouverture des hostilités en 2014 en Ukraine, avec l'ouverture d'un front dans le Donbass, que ces relations entre l'OTAN et la Russie se sont
profondément dégradé. Donc les Européens et les Américains d'ailleurs ont longtemps gardé une sorte de main tendue vers Vladimir Poutine. Même après la Géorgie en 2008, il y a eu l'idée qu'il fallait repartir à zéro, reprendre la conversation. Même après 2014, on a essayé de trouver une sortie négociée au conflit en Ukraine. Et c'est seulement en 2022 que le risque d'une telle approche est devenu absolument flagrant et a amené à une prise de conscience sans doute un peu tardive. Le contexte mondial est aujourd'hui un contexte de très grave déstabilisation. Depuis sont venus s'ajouter les événements au Proche-Orient, dans la nuit de dimanche dernier, avec la réaction de l'Iran qui dit s'être vengé après les frappes attribuées à Israël sur le consulat d'Iran à Damas. L'Iran donc qui a lancé une attaque de drones et de missiles contre Israël. On va entendre tout d'abord la réaction du secrétaire général des Nations Unies, quelques heures après cette attaque iranienne du 14 avril dernier. Nous avons la responsabilité commune d'œuvrer pour la paix. La paix et la sécurité régionale, voire mondiale, sont menacées d'heure en heure. Ni la région, ni le monde ne peuvent se permettre plus de guerre. Voilà, Camille Grand, les mots d'Antonio Guterres. Le monde ne peut pas se permettre plus de guerre. Avec cette peur d'un embrasement, la crainte de faire face à plusieurs fronts, quelles seraient les conséquences pour l'Europe et la guerre en Ukraine ? Alors, ce qui se passe au Moyen-Orient en réalité depuis le 7 octobre, mais évidemment de manière plus inquiétante depuis les frappes iraniennes contre Israël, même si elles ont été largement contrées le week-end dernier. Pour les Européens, c'est un nouveau signal que leur environnement stratégique n'est pas celui d'une sorte de longue liste de partenaires de l'Europe ou de l'OTAN, mais bien marqué par des crises majeures qui bordent tout le continent européen. On l'a vu en Libye il y a quelques années, on le voit au Sahel, on le voit maintenant au Moyen-Orient et évidemment en Ukraine. Donc on est vraiment dans un moment stratégique qui est marqué par le retour de la guerre comme moyen de résoudre les conflits, vu d'un certain nombre d'acteurs, et ce qui pose un vrai défi aux Européens, qui ont toujours insisté sur la nature pacifique du projet européen. Et par ailleurs, Camille Grand, rapidement à l'agenda de cette année, on ne sait pas ce qui va se passer après l'élection présidentielle américaine. Si Donald Trump était réélu, on pourrait assister à un désengagement américain. Est-ce que l'Europe pourrait se passer des États-Unis? Et donc, est-ce que l'Europe pourrait se passer de l'OTAN? Alors, en théorie, l'Europe peut se passer des États-Unis. Les dépenses militaires européennes sont cumulées 2 à 3 fois supérieures aux dépenses militaires de la Russie. Mais il y a de fortes dépendances vis-à-vis des Américains dans un certain nombre de domaines, la dissuasion nucléaire, les capacités stratégiques. Donc il y a un vrai point à régler pour les Européens s'ils veulent être les acteurs de leur propre destin. Ça peut se faire dans l'OTAN, ça peut se faire dans l'Union européenne, mais je crois qu'il est important que les Européens se préparent à une sécurité européenne avec moins d'États-Unis, j'ai envie de dire, avec ou sans l'élection de Donald Trump. On voit bien que les Américains, même avec une administration Biden, peinent à mobiliser le Congrès pour aider l'Ukraine, peuvent être davantage préoccupés par la Chine que par l'Europe. Donc il y a un grand défi pour les Européens sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, les récentes critiques de Donald Trump sur le fonctionnement de l'OTAN ont encore fait monter la pression. Les pays européens sont poussés à prendre davantage en charge leur défense. Voyons cela avec Nathalie Boujard. Face au risque de guerre, les armées européennes se préparent. 90 000 soldats participent au plus grand exercice de l'OTAN depuis 1988, une démonstration de force tout autour de la mer Baltique. Les États se réarment. Dans le sud-ouest de la France, par exemple, les forges de Tarbes, seul site industriel français encore capable de produire des fûts d'obus, relancent leur activité avec l'aide du gouvernement. On paye largement le sous-investissement du passé. 2007, choix de nous séparer de notre filière poudre nationale. Et donc, les choix à l'époque avaient été faits de s'approvisionner en Allemagne, de s'approvisionner dans les pays du nord de l'Europe, parfois même hors Union européenne. Et c'est un des bons exemples, ou un des mauvais exemples précisément, de ce qu'il ne faut pas faire demain. Nouvelle usine de munitions d'artillerie également en Allemagne. À terme, 200 000 pièces devraient être produites ici par année. Sur le continent européen, les dépenses militaires des États ont atteint 480 milliards de dollars en 2022.
13% de plus qu'en 2021. L'augmentation des dépenses est la plus marquée dans les pays où la crainte d'une agression russe est forte. 12% en Suède, 36% en Finlande, 27% en Lituanie, 11% en Pologne. En réalité, ce vaste réarmement a commencé dès 2014. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a accéléré une tendance amorcée depuis l'annexion de la Crimée. Les pays européens membres de l'OTAN qui dépensent 2% ou plus de leur PIB pour la défense forment une couronne nette, ici en violet, autour de la frontière avec la Russie. Cette année, 2 tiers des alliés atteindront l'objectif des 2%, alors qu'ils n'étaient que 3 en 2014 lorsque nous avons pris l'engagement d'investir dans la défense. Au-delà de la relance de la production, les importations d'armes des États européens ont doublé ces 4 dernières années par rapport à 2014-2018. Plus de la moitié des achats viennent des États-Unis. Pour limiter cette dépendance, la Commission européenne a récemment alloué 500 millions d'euros pour accroître la production de munitions sur 2 milliards d'euros destinés à renforcer l'industrie de défense de l'UE. La menace de guerre n'est peut-être pas imminente, mais elle n'est pas impossible. Et les risques de guerre ne doivent pas être exagérés, mais il faut s'y préparer. Et cela commence par le besoin urgent de reconstruire, de reconstituer et de moderniser les forces armées des États membres. Après 3 décennies d'économie de paix, les investissements récents dans l'économie de guerre ne sont qu'un début et un changement de paradigme. Camille Grand, consacrer 2% du PIB à la défense, voilà ce que préconisait l'OTAN il y a plusieurs années déjà à ses membres. Certains pays en sont assez loin, d'autres s'en approchent et d'autres encore, comme la Pologne, ont énormément investi justement dans la défense. Il y a de grandes différences en Europe. Il y a effectivement 3 groupes de pays. Il y a un groupe de pays qui sont souvent les voisins de la Russie, qui sont clairement au-dessus de 2% du PIB consacré à la défense, qui ont beaucoup réinvesti dans la défense depuis plusieurs années. Il y a un groupe qui est à 2% ou presque, et il y a un groupe qui traîne un petit peu derrière et qui peine à annoncer même le calendrier pour arriver à ce chiffre. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas avoir la paix sans avoir un investissement raisonnable dans le domaine de la défense. 2%, c'est très en deçà de l'investissement moyen des Européens pendant la guerre froide, et ça permettrait sans doute aux Européens de faire face à beaucoup de scénarios et d'être, je dirais, plus sérieux sur le plan militaire et moins dépendant des États-Unis, alors qu'il y a un certain nombre d'incertitudes autour de l'engagement américain. Est-ce que l'Europe a fait ou fait maintenant de bons choix en termes d'armement ? Si on reprend ce qui s'est produit il y a une semaine avec l'attaque iranienne contre Israël, on voit que, par exemple, les drones constituent aujourd'hui un élément central. L'Iran qui fournit par ailleurs des drones à l'armée russe, drones qui sont utilisés dans la guerre en Ukraine. Est-ce que, d'une part, l'Europe en produit également, en suffisance, et d'autre part, est-ce que l'Europe a les moyens de les intercepter ? Alors, les Européens doivent, parce qu'ils ont été un peu négligents en matière de défense, faire 3 choses à la fois, j'ai envie de dire. D'une part, acheter des pièces détachées, des munitions pour reformer des armées capables de combattre et de combattre un petit peu dans la durée. Deuxièmement, racheter des équipements qui sont des équipements un peu 20e siècle, on va dire, qui sont les avions de combat, les chars dont on aura besoin pour des hypothèses de conflits en Europe et qui sont les meilleurs moyens jusqu'à aujourd'hui de signaler notamment à la Russie qu'il ne faut pas qu'elle tente sa chance sur le continent européen. Et enfin, il faut effectivement investir dans les capacités d'avenir et le conflit ukrainien, de ce point de vue-là, offre énormément de leçons. On voit l'importance absolument critique des drones, également dans le domaine de la défense contre ces drones et contre les frappes à distance de missiles, où on voit que la technologie de la défense aérienne, de la défense antimissile a beaucoup évolué, étant extrêmement exigeante. On l'a vu en Israël également, à quel point elle peut jouer un rôle critique, mais c'est une technologie qui coûte cher et dont il faut disposer en quantité suffisante. Donc il y a beaucoup de défis simultanés auxquels il faut essayer de répondre, de préférence collectivement.
Migrant, on entend peu de voix critiques face à ce réarmement. On pourrait se dire que cet emballement est dangereux, qu'il laisse moins de chance à la paix et que précisément cela peut accentuer les risques d'une guerre plus généralisée. On a l'impression qu'on nous prépare à la guerre inéluctable. Ne pourrait-on pas investir autant d'argent et d'énergie dans une désescalade ? Alors je pense qu'il faut distinguer les conflits et les théâtres d'opération. Dans des situations, par exemple, de conflits en Afrique, on voit les conséquences catastrophiques des guerres au Soudan ou au Congo, et où là, l'argument de dire de l'argent pour le développement plutôt que pour la course aux armements paraît absolument probant. En Europe, on est dans une situation un peu différente. On a en face de nous une puissance révisionniste, la Russie, qui a décidé d'investir massivement dans l'outil militaire et qui mène une guerre majeure à nos frontières. Donc là, le choix n'est pas de dire est-ce qu'on investit dans la coopération, est-ce qu'on investit dans notre défense. Je dirais qu'on est dans une situation où il n'y a pas vraiment de choix et où donc il est nécessaire de faire un investissement pas massif, mais significatif dans l'outil militaire, de manière à prévenir toute guerre. On revient au fameux adage latin qui veut la paix prépare la guerre. C'est sans doute le langage que Vladimir Poutine et son régime comprennent le mieux. Une conférence sur la paix en Ukraine est prévue en Suisse en mois de juin, mais les espaces de neutralité, de médiation se font rares avec la fin, entre guillemets, de la neutralité finlandaise en 2023, puis de la neutralité suédoise. Ce sont des zones tampons ou de dialogue potentiels qui disparaissent. Ça ne vous apparaît pas comme d'autant plus dangereux ? Alors, la conférence sur la paix en Ukraine est vraiment extrêmement bienvenue et je pense que la Suisse peut jouer un rôle important dans le travail pour bâtir les conditions d'une paix durable en Ukraine. Et donc, c'est une étape diplomatique majeure. Après, sur la question de la neutralité, c'est effectivement une neutralité qui évolue, qui ne repasse pas forcément sur les concepts tels qu'ils étaient définis à la fin du 19e siècle. Moi, je trouve très frappant que des pays comme la Finlande et surtout la Suède, après plus de 200 ans de neutralité, choisissent d'abandonner le non-alignement et la non-participation à des alliances militaires. C'est une sorte de produit de l'action de Vladimir Poutine qui est particulièrement intéressant de voir à quel point il bouscule les habitudes d'un certain nombre de pays. Camille Grand, merci infiniment. Merci de votre invitation. Les États qui partagent leurs frontières avec la Russie sont tout particulièrement sur le pied de guerre. Nous mettons le cap sur l'Estonie, pays balte qui a retrouvé son indépendance lors de la dislocation de l'Union soviétique et membre de l'OTAN depuis 2004. Aujourd'hui, il est prévu d'installer quelques 600 bunkers à proximité du territoire russe. Nos reporters Jérôme Galichet et David Nicole se sont rendus sur la frontière estonienne, rencontrer notamment des groupes paramilitaires. Ne vous fiez pas à l'uniforme, ces hommes n'appartiennent pas à l'armée régulière. Ils font partie de la Ligue de défense estonienne, un groupe paramilitaire. Leur mission, défendre leurs terres. Ils sont là pour s'entraîner à tuer. L'adversaire aujourd'hui, ce sont ces cibles dissimulées dans la forêt. Mais dans leur tête, l'ennemi a un nom. Vous savez qui a attaqué l'Ukraine? La Russie, évidemment. Et on vit juste à côté. Le major Kenner est une légende en Estonie. Cet ex-militaire a servi en Irak et en Afghanistan. Le week-end, il entraîne ses simples citoyens. Ils sont vendeurs de sauna, enseignantes ou psychologues. Comme eux, 30 000 Estoniens seraient membres de groupes paramilitaires. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le nombre de volontaires a explosé. Je veux pouvoir défendre ma patrie, mon droit de vivre en liberté. Personne ne peut me prendre ça. Je suis content de me battre contre eux. Je préfère me battre en homme libre que vivre une vie d'esclave. Tallinn, la capitale. On l'appelle la perle de la Baltique.
Ce 24 février, des milliers de personnes sont réunies à Tallinn. Triste coïncidence, le jour de l'indépendance de l'Estonie marque également les 2 ans du déclenchement de la guerre en Ukraine. Tous les regards sont tournés vers la première ministre Kaja Kallas. Nous avons la chance d'avoir la paix en Europe, mais nous devons tout faire pour la préserver. Le défilé militaire est sous haute surveillance. Troupes d'élite, véhicules blindés, l'Estonie montre les muscles. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est Elaguesti, longue vie à l'Estonie. Un cri du cœur, sans doute suspendu aux ambitions imprévisibles de Vladimir Poutine. La version longue de ce reportage diffusé dans l'émission Mise au point est à voir sur l'application Play RTS. La semaine prochaine, ce sont les élections indiennes qui vont retenir notre attention. Le parti nationaliste de Narendra Modi reste le grand favori de ces élections. À suivre sur la radio-télévision suisse, TV5 Monde et notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien.